Formidable. Voilà. Alors, abordons maintenant filiation et transidentité. C'est la deuxième partie, mais qui sera beaucoup plus courte que la précédente. C'est un arrêt de la Cour de cassation. C'est une affaire qui remonte à... je crois que l'enfant a 6 ans, je crois que ça fait... Oui, 2014. Oui, c'est ça, l'enfant est né en 2014. Donc là, 2 femmes donnent la vie à un enfant. L'une d'elles est une personne trans, homme vers femme, qui a obtenu son changement d'état civil en 2011 sans recourir à une réassignation sexuelle générale. Donc, autrement dit, elle a conservé ses organes génitaux et qui n'ont pas été modifiés. Et puis en plus, n'est-ce pas fantastique, elle a conçu un projet parental. Bien. Problème, comment on fait pour établir la filiation? Alors, toujours pareil, pour la femme qui portera l'enfant, pas de difficulté. C'est toujours l'accouchement et la désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. Mais comment faire pour l'autre? Évidemment, il y avait la voie de l'adoption. Mais il y avait, vous le voyez, 3 enfants. Les 2 premiers étaient nés avant le changement d'état civil. L'autre est né après. Donc, la mère qui avait porté l'enfant ne voulait pas une adoption, parce que l'adoption supposait que c'était un enfant qui avait été conçu avec les gamètes d'un donneur étranger au couple. Donc, du coup, la femme trans reconnaît l'enfant par devant notaire en déclarant dans l'acte que la présente reconnaissance prénatale est de nature maternelle non gestatrice. Et voilà comment les choses commencent. Alors, on présente, la femme trans présente la belle reconnaissance au service d'état civil. Le service d'état civil décroche le téléphone, allô, il y a un problème. Et appelle le proc. Le proc dit, non, mais ça, je ne connais pas. La reconnaissance maternelle non gestatrice, je ne sais pas ce que c'est. Ce que vous pouvez faire, c'est adopter votre enfant. Donc, c'est adopter votre propre enfant quand même. Hein. Ça existe. Ça s'est fait. C'est rare, hein, d'adopter son propre enfant pour le légitimer quand c'est un enfant naturel. Voilà, ça a existé. Pour le légitimer quand c'est un enfant naturel. Mais c'est tout à fait exceptionnel. Bien, voilà ce que recommande donc le proc. À partir de là, l'affaire part au contentieux. Je vous passe les détails parce qu'il y a... très intéressant. Bon, en première instance, ils se sont fâchés, ils n'étaient pas contents. Donc, ils ont dit, refus, rejet de la demande. Devant la cour d'appel, ils s'y sont mis à je ne sais pas combien, au moins 7, je crois. Et là, ils se sont dit qu'en fait, on allait mettre sur l'acte de naissance de l'enfant la mention « parent biologique ». Ce qui ne veut strictement rien dire. Donc, tout cela arrive devant la Cour de cassation. C'est l'arrêt du 16 septembre 2020. Et devant la Cour de cassation, alors la Cour de cassation, elle écarte tout de suite l'histoire du parent biologique en disant on va rester sérieux et on va rester dans ce qu'on connaît, c'est-à-dire soit c'est père, soit c'est mère, mais c'est pas parent biologique parce que ça n'existe pas. Et à partir de là, 2 théories s'opposent. La première, le dédoublement de la filiation. Ça, si vous vous en souvenez dans l'intro, c'est le tout début. C'est un moyen de faire évoluer. C'est-à-dire, là, avec le dédoublement de la filiation, on change de modèle de filiation. Vraiment. Alors qu'actuellement, on n'en a toujours pas changé. La nature de la filiation, maternelle ou paternelle, va dépendre du sexe du parent tel qu'il est indiqué à l'état civil. Donc on aura une maternité gestatrice, que tout le monde connaît, et une maternité non gestatrice. C'était le cas dans notre affaire. Une paternité non gestatrice, que tout le monde connaît. Une paternité gestatrice, c'est le fameux homme enceint. Voilà, c'était ça l'idée.
Deuxième théorie, la théorie dite du sexe d'origine. C'est-à-dire que là, la nature de la filiation procède des moyens employés. On se moque de savoir quel est le sexe du parent à l'état civil, on regarde les moyens employés. L'ovule et l'utérus font la filiation maternelle, les spermatozoïdes, la filiation paternelle, quelle que soit la mention du sexe du parent sur les registres de l'état civil. Eh bien, c'est cette théorie que la Cour de cassation a retenue. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, elle part de cet arrêt, elle part de sa solution à elle, qui date de 2018. Il faut que je la retrouve. Où est-elle, bon sang ? Ça y est, je l'ai loupé. Alors, c'est pas cet arrêt-là, hein. Son grand arrêt de principe, voilà. Son avis, d'ailleurs, c'est un avis, ce n'est pas un arrêt. De la première chambre civile du 7 mars 2018. Les modes d'établissement du lien de filiation prévu au titre 7 du livre 1er du Code civil, c'est-à-dire les modes hétérosexués, ne sont pas ouverts aux époux de même sexe. Donc, ça n'est pas possible. Donc, elle va condamner la théorie dite la théorie, je ne sais plus comment je l'avais appelée, du dédoublement de la filiation, en disant c'est pas possible, vous n'avez pas accès au titre 7, vous êtes dans ce qu'on appelle le titre 8, c'est-à-dire la filiation adoptive. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit le procureur de la République au tout début de cette affaire. Alors là, j'y suis allé trop vite, évidemment, et en plus, alors voilà, et en plus le truc marche plus. Zut, aïe, au secours. C'est encore de pire en pire, la situation. Ah si, ça y est, on va quand même y arriver, mais je suis obligé de relancer le truc. Alors, voilà, hop. Donc, je reviens à notre affaire, à ce fameux arrêt. Voilà, donc elle part en fait de cet arrêt en disant, mais attendez, la loi a prévu que la seconde filiation, qui n'est pas forcément seconde, mais l'autre filiation plutôt, ne pourrait pas, serait adoptive. Et il n'y a pas d'autre solution. Donc elle part de ça. Encore, alors, voilà. Donc, elle consacre la théorie du sexe d'origine. Mais elle ajoute que hors adoption, parce que le principe, l'adoption va permettre justement d'avoir deux filiations maternelles, dans notre cas. Elle ajoute que, par le biais du titre 7, une filiation paternelle peut être établie. La solution dans ce cas-là est la suivante. Si la personne transidentitaire homme vers femme poursuit sur la voie de la reconnaissance, elle ne peut faire qu'une reconnaissance de paternité. Elle est donc une femme à l'état civil et un père au regard du droit de la filiation. D'ailleurs, la Cour de cassation le dit. Selon la Cour de cassation, tous les membres de la fratrie, donc les trois enfants, seront élevés par deux mères, tout en ayant à l'état civil l'indication d'une filiation paternelle à l'égard de leur géniteur. Et elle ajoute, alors ça je ne l'ai pas mis, j'aurais peut-être dû, mais non, je ne l'ai pas mis, que cette solution est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Là, franchement, j'ai des doutes, mais l'arrêt est étayé parce qu'elle sait pertinemment qu'il y aura un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que là, ça ne va pas passer comme ça. Donc, voilà la situation ubuesque à laquelle on est parvenu. J'ajoute que d'un point de vue, pas du droit européen des droits fondamentaux, pas du droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque c'est son nom en français, mais au regard du droit interne, du droit français, la solution retenue par la Cour de cassation est, de mon point de vue, totalement erronée.
Mais bon, là, ça nécessite une démonstration vraiment compliquée, et vous devez en avoir assez. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Place aux questions. Oh, bah ça va, non? Je n'ai pas été trop long, finalement. Parfait. Parfait. Personne n'a aucun... Ça continue d'enregistrer, je pose cette question-là. Il y a des gens qui ne veulent pas les stocks, droit à l'image, etc. Oui ou non? Personne ne s'y oppose? On continue d'enregistrer? Voilà, bon d'accord. Donc je vais prendre un micro. Oui. Vous, madame? Juste pour rebondir sur ta dernière... Joëlle Viels, co-organisatrice de ce séminaire. Philippe, pour continuer sur ton dernier exemple, là, quel est le statut du troisième enfant par rapport aux deux premiers? Ah, il sera donc... il fait partie de la fratrie, donc c'est une petite fille en l'occurrence, donc ce sera la sœur des deux garçons. Donc, il n'y a pas... Même si... en fait, il ne se passera rien de fait sur son... par rapport à la fratrie. Enfin, voilà, je sais pas. Alors, sauf que lui aura une... Alors oui, effectivement, et la Cour de cassation l'a dit, c'est-à-dire que, effectivement, il y a une filiation paternelle établie pour les deux enfants nés avant le changement d'état civil, et une filiation paternelle établie avec le troisième enfant né après le changement d'état civil. Et la Cour de cassation, justement, c'est d'ailleurs le sens de cette phrase que j'avais citée, dit, mais vous voyez, c'est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Sauf que le raisonnement se retourne, et on peut dire qu'avoir, en quelque sorte, une femme comme père, je ne suis pas sûr que ça soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. J'ai même des doutes. Et en fait, l'argument qui est aujourd'hui développé et qui est sur l'intérêt supérieur de l'enfant devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est vu avec beaucoup d'attention. C'est qu'on dit, mais attendez, alors quel est le raisonnement exactement que l'on tient dans cette affaire épineuse? On dit, vous ne pouvez pas, vous avez obligé, enfin vous allez en pratique. Il est bien évident que la personne trans ne va pas procéder à une reconnaissance de paternité parce que ça revient à nier son identité de genre. Donc on ne voit pas pourquoi elle va nier son identité de genre, et puis de manière permanente, puisque ça va figurer sur l'acte de naissance de l'enfant. À partir de là, on ne pourra pas le gommer. Une fois que c'est inscrit, c'est inscrit. À partir de là, elle va donc adopter son propre enfant. Et là, établir un lien de maternité. Hein. Et là, vous allez me dire, tout va bien. Sauf que, quand on adopte, comme ça, quand il y a deux femmes, et que l'une a adopté, l'une a accouché, l'autre et l'autre a adopté, on sait qu'il y a un tiers donneur. Il y a un tiers d'honneur dans cette affaire. En fait, c'est la première partie de l'exposé. Mais dans ce schéma-là, il n'y a pas de tiers d'honneur. L'enfant ne saura finalement jamais qui est son vrai parent. En tout cas, ça va venir troubler l'accès à ses propres origines personnelles. Parce qu'on aura une adoption qui est en trompe-l'œil. Et donc, l'idée est de soutenir
et sans doute devant maintenant peut-être la juridiction de renvoi ou la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il y a atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'en général, la Cour européenne des droits de l'homme n'aime pas beaucoup. Donc c'est plus solide encore que se placer sur le terrain de la transidentité. Non, mais vous avez créé une adoption artificielle. Et quand l'enfant va dire j'ai été adopté, alors qui est mon parent biologique? C'est moi, l'adoptante. Ah ben non, pas possible ça. Enfin, c'est bizarre. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Donc ça va brouiller son accès à ses origines personnelles de manière totalement artificielle. Ça, je pense que l'argument est... on ne peut jamais préjuger la solution devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais l'argument fera réfléchir les juges de la Cour. Oui, moi aussi, je vais le mettre. Je vais vous donner le micro et présentez-vous d'abord. Je suis Linda Veil-Curiel et merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous m'amenez à réfléchir. Mais en ce qui concerne la dernière solution qui a été adoptée par la Cour de cassation, elle me paraît être le bon sens et la meilleure. Enfin, je n'ai pas votre degré de réflexion, naturellement, puisque je découvre un petit peu ces cas-là. Mais tout de même, cet enfant, le troisième enfant, est bien né parce que des organes masculins ont pénétré les organes féminins de la mère. Ça, il faut... Alors, le problème... Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas exposé ici parce que c'est assez compliqué. Mais il faut que je le fasse, puisque vous posez une très bonne question. Et ici, c'est un raisonnement juridique qui aboutit à une réponse différente de celle que vous évoquez, qui est qu'est-ce qui se passe juridiquement quand, en fait, on change de sexe, puisque le sexe sont des catégories juridiques. Ce n'est pas que cela, bien sûr, mais pour le droit, ce sont des catégories juridiques. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, la question, c'est d'un point de vue juridique, qu'est-ce que ça veut dire appartenir à un sexe? Et cette question, elle a été posée et résolue au début du XXe siècle à propos d'un enfant, enfin non, à propos d'une femme intersexuée. Alors, un cas classique et tout à fait élégant. Le mari épouse madame et pas d'enfant. On est ennuyé, et puis finalement, il semblerait que les organes génitaux de madame ne soient pas exactement ce qu'on attendait et qu'elle ne puisse pas porter d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il fait à l'époque? Pas de divorce. Il demande la nullité du mariage en disant, mais de toute façon, en réalité, ma femme n'est pas une femme. Il y a une erreur fondamentale sur la personne. Je voulais épouser une femme pour avoir des enfants, j'ai épousé peut-être un homme, ou bon, on ne sait pas. Donc, il demande la nullité du mariage. Comment l'affaire se noue. Et la Cour de cassation se pose la question, qu'est-ce qui fait finalement l'homme, qu'est-ce qui fait la femme, dans ces termes-là à peu près, très essentialistes, et puis voilà. Alors, la Cour ajoute qu'il n'y a que 2 catégories de sexe. Ça a été rappelé il n'y a pas très longtemps. On ne peut pas avoir une 3e catégorie. Ça, c'est pas possible. La Cour de cassation refuse. Bon. Et déjà, en 1903 aussi. Et là, il y a des conclusions d'un avocat, du procureur général près la Cour de cassation, qui s'appelait Baudouin, et qui nous dit, en fait, le sexe est une qualification juridique. C'est-à-dire qu'être à l'état civil une femme ou un homme, c'est une qualification juridique.
Et vous qui êtes juge de la Cour de cassation, vous pouvez vérifier que la qualification correspond bien à la personne. Et à l'époque, le procureur va très loin, le procureur général va très loin parce qu'il dit cette qualification, c'est la caractéristique d'une qualification juridique, détermine des droits et des devoirs différents. Ce qui était le cas à l'époque. On est en 1903. Et donc, il poursuit. Donc, c'est ce qu'on appelle une qualification juridique. Et quand on suit le raisonnement jusqu'au bout, on comprend que, en réalité, une fois qu'on a changé de sexe à l'état civil, d'un point de vue juridique, c'est pas seulement la personne qui a changé de sexe. En fait, c'est l'être humain. Parce que ce que dit Baudouin, c'est que c'est une qualification juridique qui s'applique à l'être humain. Donc, c'est que le corps de la personne, l'être humain, on n'est plus sur la personne éthérée, la personne juridique éthérée distincte. Le corps lui-même a changé de catégorie. Donc, les organes ont eux-mêmes changé de catégorie. Autrement dit, le pénis si on prend l'exemple dans cette affaire, le pénis de la personne trans est devenu un organe féminin d'un point de vue juridique. Alors c'est très, très étonnant comme raisonnement, mais il s'explique pourquoi. Parce que normalement, quel est justement le critère de qualification? À la naissance, on regarde l'apparence extérieure des organes génitaux du nouveau-né, et puis on classe. Masculin, féminin, top. Bon, il y a des cas d'intersexuation. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoutez, allez voir le médecin, il va vous donner un traitement, et puis si le traitement ne marche pas, on passe au bistouri, de telle sorte que, de nouveau, l'apparence des organes génitaux va être le plus près possible du masculin ou du féminin. Et après, on classe. Et en général, c'est du féminin parce que c'est plus simple, parce qu'on ne sait pas bien faire le reste. Et donc, on a toujours ça. Donc, pendant très longtemps, le truc fonctionne à peu près. Mais avec la loi du 18 novembre 2016 qui permet le changement d'état civil sur des critères sociaux, on ne touche plus aux organes génitaux. Et les critères deviennent des critères sociaux. Donc, la personne trans ici, c'est ce qui lui est arrivé en réalité. Elle a changé de qualification juridique, mais elle a conservé ses organes génitaux à l'identique. Donc, du coup, elle est devenue une femme et ses organes génitaux sont devenus ceux d'une femme. Eh oui, et je sais, le raisonnement est un raisonnement de juriste, typiquement de juriste, mais ils imposent, à mon avis. C'est pour ça que la théorie du sexe d'origine n'a pas de sens, parce qu'il n'y a plus de sexe d'origine. Et si, je sais que vous allez me dire que vous n'êtes pas convaincu. Attendez, regardez ma main. Regardez ma main. En fait, vous le verrez, elle est toute petite. Et, avant, elle était un peu plus fine que ça. Donc, elle ressemblait beaucoup à une main de femme. Elle était beaucoup plus proche, elle l'est encore d'ailleurs, beaucoup plus proche d'une main de femme que d'une main d'homme. Alors, est-ce que c'est une main de femme ou une main d'homme? En fait, c'est une main d'homme parce que c'est dans cette catégorie-là que je suis assigné. Et donc, la catégorie détermine bien la qualification de tous mes organes. Et donc, je peux dire, ok, j'ai peut-être une main relativement fine. Moi, maintenant, je le regrette d'ailleurs, mais bon, que par le passé. Mais elle est quand même petite, etc. On peut dire, cher ami, vous avez une main de femme. En fait, juridiquement, non, j'ai bien une main d'homme, parce que je suis assigné dans cette catégorie de sexe, d'un point de vue juridique. Le reste, ce qu'il faut aussi peut-être que je dise, parce que ça, en fait, on ne le comprend pas bien, mais le droit ne saisit jamais le réel. Le droit est quelque chose qui vole au-dessus du réel. Je ne vends pas, par exemple, imaginez, l'administrateur général dit, moi j'en ai assez, j'arrête tout, on vend les bâtiments du CNAM. C'est trop de problèmes, surtout avec les professeurs. J'en peux plus. On vend tout. On vend les bâtiments du CNAM.
bâtiment du CNAM, c'est un immeuble. Donc, il faudra, par exemple, un notaire pour vendre tous les bâtiments. Il faut un notaire. De mon côté, j'avais une chambre de bonne en face. Je dis, ah bah, maintenant que CNAM est vendu, moi, je vends ma chambre de bonne. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Eh bien, pareil, c'est aussi un immeuble. Et je vais vendre ma chambre de bonne, exactement comme l'administrateur général vend les bâtiments du CNAM, s'il les vendait, bien sûr. Parce qu'on passe par un détour qui est la qualification juridique. Ainsi, la chambre de bonne et le CNAM, tout entier, ce sont des immeubles. La même catégorie recouvre des choses qui n'ont quand même qu'un rapport assez lointain entre eux. Et ça, c'est la caractéristique du droit, et c'est ce qui fait d'ailleurs un juriste. Le juriste, c'est celui qui sait qualifier. Celui qui connaît du droit par cœur, c'est seulement quelqu'un qui sait du droit, ou quelqu'une qui sait du droit, mais c'est tout. Mais, donc juridiquement, je peux soutenir ça. Alors après, il faut que la Cour de cassation, enfin d'ailleurs, plutôt la Cour de renvoi, sans doute, ou peut-être la Cour européenne. Et la Cour européenne des droits de l'homme, on ne sera pas sur des qualifications. Elle va être sur le droit au respect de la vie privée, le droit au respect de la vie familiale. On va être l'intérêt supérieur. On va être sur des concepts qui sont quand même en grande partie étrangers au droit français, que la Cour de cassation a beaucoup de mal à maîtriser. C'est d'ailleurs très drôle. Et donc elle va se débrouiller. Ça va se présenter autrement. C'est beaucoup plus proche, évidemment, c'est beaucoup plus anglo-saxon comme fonctionnement de juridiction. Et la qualification, ces qualifications-là, la Cour immeuble, meuble. Ils n'y comprendront rien d'abord, et puis ensuite ils s'en moquent. Donc, mais ce raisonnement-là, c'est celui qui avait été tenu sur la qualification juridique devant la Cour de cassation. Ah, donc c'est ça l'astuce. Donc c'est l'histoire de la main, quoi, en fait. C'est un truc comme ça. Mais ça aboutit à. Alors pourquoi ça aboutit à des situations qui sont étonnantes? Parce que le législateur, en 2016, a inséré un autre critère de qualification, à la demande d'ailleurs des associations, et ce critère, évidemment, va entrer en quelque sorte en conflit avec le critère traditionnel de la forme des organes génitaux, en plus l'apparence extérieure, on ne regarde pas si ça fonctionne ou pas, c'est l'arrêt justement de 1903, et donc on va se retrouver avec une situation où justement on aura une femme avec un pénis, et puis un homme avec un utérus, c'était l'homme enceint, et c'est exactement le même problème. L'enfant est né en 2014, bien avant le vote de la loi, et oui. Une autre loi peut être levée. Alors, ce que je dois ajouter, c'est que qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? C'était avant la loi de 2016. Et dans cette affaire, le juge, si vous voulez, le problème, c'est qu'à l'époque, donc, on disait aux personnes trans, vous changez de catégorie de sexe, ok, mais vous devez être stérile. C'est la stérilité qui était exigée, justement pour éviter ça. Ah oui, tout le truc se. Ah ben oui. Mais la Cour européenne des droits de l'homme est très hostile à la stérilité obligatoire. Chaque fois qu'il y a un pays qui pratique, notamment sur une partie de sa population, parce que c'est souvent ça en pratique, des programmes de stérilité plus ou moins forcés, et ça se fait sur des minorités dans un certain nombre de pays de l'Union, enfin ça se faisait, la Cour condamne. Et donc là, la Cour a condamné. Alors que la Cour de cassation avait essayé de jouer au chat et à la souris, mais bon, ça n'a pas marché. Ils avaient pris. Philippe, voilà. excuse-moi de te couper. Ah non, tu as raison. Non, c'est parce qu'il y a deux autres questions Oui, on qui sont va. réclamées. D'autre part, j'ai réussi à réfléchir. Je ne vais pas vous passer le micro parce qu'à chaque fois je le reprends, je le repasse à quelqu'un. Ah oui, il Donc, va je être. vais le tenir tout le temps. Donc si vous pouvez, je vais m'avancer. Il va être, oui, c'est un facteur de contamination. Dominique, ça ne sera pas enregistré. Ouais, c'est un vrai facteur de contamination. Tu as raison, il faut. Je tiens. Oui, voilà. Est-il envisagé et ne serait-il pas préférable que les choses soient vues d'une façon un peu moins non binaire? Parce qu'en fait, là, les problèmes
tel qu'il apparaît, est vraiment dans ce truc toujours binaire, père, mère, homme, femme, alors qu'effectivement, on est là en face de quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire qu'on est en face d'une espèce, l'espèce humaine, avec sa problématique, et simplement, les choses se définissent finalement au fur et à mesure que l'adoption, c'est quelque chose par rapport à la reconnaissance de l'enfant, et que c'est l'enfant finalement qui va reconnaître ou non l'adoption, ou le parent, si c'est son père, si c'est son mère, ou si c'est sa mère, pardon. Après, il y a effectivement le problème biologique entre la matrice, c'est-à-dire la mère aussi, au sens de la mère, c'est-à-dire biologique, le sens biologique des choses et les gamètes au niveau de l'homme, de comment les choses vont se passer. Mais ensuite, la définition du père et de la mère, effectivement, c'est une donnée totalement nouvelle qui doit être instaurée et non pas dans la binarité. En fait, c'est bon. Je pense qu'on a compris ta question. Philippe, tu me permets que comme tu veux. Il y a une deuxième question. Tu veux pas parler au passage? Hélène Guinou, je voulais savoir si dans les autres pays européens, il y avait des législations plus adaptées, plus progressistes. Et si oui, pourquoi est-ce que le législateur français ne s'en inspire pas? Est-ce que l'Europe peut harmoniser dans le bon sens? Merci. Ah bon, 3 questions. Mais je vais les oublier, moi. J'ai déjà oublié la première. Moi, j'avais une remarque. J'ai remarqué que dans un cas, on parlait d'un couple de lesbiens en parlant de demandeurs EURS au pluriel et de ça, requérantes. Ouais, non, c'est pas bien. Non. Donc voilà, donc je me demandais si l'inclusive était de rigueur ou pas. C'est scandaleux même, et je vais rectifier ça immédiatement. Mais c'est pas vous, je crois que c'est une citation que vous faites. Hein. Alors attendez, je vais vous dire. Vous savez où est-ce que ça se trouve à peu près dans le support? Qu'on voit effectivement si c'est moi qui fais la Les boulette. 3 questions étant quand même différentes, hein, je trouve. Alors. Donc 1, c'est la définition de sexe. 2, c'est les législations européennes. Et 3, c'est... Moi, ma question, c'était, j'ai pas très bien compris en début de conférence, le lien que vous établissiez entre la fin de la filiation hétérosexuée et la disparition de la mention de sexe sur l'état civil. Parce que... Oui, alors... Bon, attendez, il faut peut-être que je commence par la première question, puis que je les prenne dans l'ordre, sinon ça va pas aller. La première, c'est alors, sur... La première section, c'est, entre guillemets, la fin de la binarité. Alors, ce qui est à peu près certain quand même, c'est que il est, en tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que la question lui a déjà été posée, mais c'est que alors, il est possible, non, c'est plus compliqué ça. Il est possible que le législateur, à un moment ou à un autre, dise on va créer une 3e catégorie. C'est possible. S'il le fait, ça sera pour préserver les 2 premières. Donc, autrement dit, la 3e servira en réalité à maintenir les 2 autres, c'est-à-dire en réalité à maintenir la 2e, parce que c'est-à-dire la catégorie femme en réalité, parce que c'est comme ça que le truc se présente. Hein. Je vous rappelle les numéros de sécurité sociale, comment ils sont montés et construits. Donc ça c'est possible, et on voit des tentatives en ce sens dans les pays européens, mais ça sera un prétexte pour maintenir le système. C'est vraiment comment dire, un peu la dernier recours avant de faire de désexualiser, par exemple. Ça sera de dire on va reconnaître une 3e catégorie. Alors ça pose un tas de problèmes, parce que quand on reconnaît une 3e catégorie, et il y a des pays qui vont en ce sens, la 3e, on n'y rentre pas comme dans les 2 premières. Dans les 2 premières, on reste assigné, mais à un 3e, on rentre plus ou moins volontairement, ou parfois sur un certificat médical. Donc on a un truc qui est bizarre et qui est pas très bien monté. Et en fait, déjà, on a bien compris qu'avec 2 catégories, c'est en réalité le fondement, au moins juridique,
de la discrimination. Avec 3, c'est pire encore, hein, en règle générale, où on a des catégories, je pense à l'Inde ou au Pakistan, où il y a, entre guillemets, une troisième catégorie qui correspondait en fait à une caste, qui était les hijras. C'est l'horreur, parce que les hijras sont très, 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 très gravement discriminés. Donc, je ne suis pas sûr qu'on aille dans un schéma comme ça, qui est en plus très complexe à faire fonctionner. Mais on ne peut pas l'exclure. Mais de toute façon, si on va vers un schéma comme ça, ça sera un système répressif. Hein. On n'ira pas vers la liberté, on ira vers quelque chose pour maintenir les 2 premières catégories. Donc, en réalité, pour maintenir le système tel qu'il existe actuellement. Donc, ça, on est à peu près certain que s'il y a une 3e catégorie qui apparaît, ça sera ça. Mais vous avez des personnes intersexuées qui souhaitent effectivement la reconnaissance d'une catégorie intersexe. Et il y a des militants en ce sens, hein, je ne dis pas le contraire, et qui disent, mais bon, voilà, nous on ne se reconnaît pas dans la première, on ne se reconnaît pas dans la seconde, enfin, on ne se reconnaît ni dans la catégorie femme, ni dans la catégorie homme, eh bien, on va essayer de ne pas parler comme le numéro de sécurité sociale, et qui, je vous le rappelle, remonte au gouvernement de Vichy, avec la carte d'identité. Et donc, on va se rappeler il y a des revendications en ce sens. Est-ce qu'elles seront... Et il est possible que, plutôt que de tout abolir, on maintienne... on crée ça, effectivement. C'est pas inconcevable. Hein. Il y a de fortes chances que ça se présente comme ça, quoi. Sachant que c'est pas parce qu'on sort, par exemple, le sexe de l'état civil, c'est-à-dire il apparaît plus à l'état civil, qu'il disparaît. Je pense, je les ai peut-être pas abordées parce qu'on n'a pas eu le temps, mais je pense aux mesures de discrimination positive, hein, type quotas et autres. On peut les maintenir sans que le sexe soit inscrit à l'état civil, en réalité. On n'a pas besoin qu'il soit inscrit à l'état civil. Il peut y avoir un contentieux, ça c'est vrai, mais il peut être réglé sans que ça soit figé dans l'état civil. C'est pas indispensable. Et alors, les gens me disent toujours, non, mais attends, ça va pas marcher, c'est impossible, soit il est à l'état civil, soit il n'y a plus, mais on ne peut pas avoir un système, la discrimination positive disparaîtra. C'est quand même pas évident parce que vous avez, alors il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais il y a, je crois, quelques mesures quand même de discrimination positive qui tiennent compte du domicile. Hein, on vous dit, en tout cas, ces questions-là sont posées. Parce qu'évidemment, selon qu'on habite à Paris dans le 15e arrondissement ou à la Courneuve, c'est pas exactement pareil, et on se demande toujours si sur le CV, ça ne joue pas un rôle dans le recrutement. Et le domicile ne figure pas du tout, évidemment, à l'état civil, sinon les déménageurs auraient fait faillite depuis longtemps, et sinon, et pourtant, il peut jouer un rôle. Et il n'est pas à l'état civil, parce que ça reste quand même des critères sous contrainte. Le domicile, on ne peut pas loger nécessairement où on veut, pour des raisons financières, pour des raisons liées à des contraintes de travail, à des contraintes familiales, qui fait qu'il y a quand même une contrainte. Donc, on voit qu'on pourrait garder tout ce qui est sexe pour la discrimination positive, ou plus exactement pour lutter contre la discrimination réelle, et puis, en revanche, la supprimer de l'état civil. Ça serait concevable. Il y a d'autres schémas possibles encore. Hein. On a aussi proposé que les actes d'état civil deviennent secrets. C'est-à-dire, les tiers ne pourraient plus y avoir accès. Ça a aussi été proposé, ces schémas-là. Hein. Il y a tout un tas de solutions existantes. Il y avait une deuxième question. Oui, je t'entends, Evelyne. Ah oui. Dans la communauté européenne, est-ce que tu vois des variations notables entre les différents pays ? Alors,
sur le terrain de la parenté trans, hein, en fait, sur le terrain de la transidentité, les solutions sont enfin, pour les pays qui ont étudié cette question, sont conformes à celles de la Cour de cassation. Ce qui, évidemment, du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme, ne facilite pas les choses, parce que la Cour tient compte des positions des différents pays pour reconnaître à un autre pays une marge d'appréciation, la marge nationale d'appréciation. Là, ça, c'est une question qui est délicate, compliquée. Et il y avait une troisième question. Ah oui, c'est les demandeurs. Mais où sont passés les demandeurs? Alors, où est-ce que c'est, ça? Je ne vois pas sur mon... C'était quel power... Ah oui, c'était où Alors, la question, on verra ça après. La question, c'est, au début de conférence, vous avez indiqué que la fin de la filiation hétérosexuée... Enfin, du modèle, hein. Oui, parce qu'en fait, alors pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus, le sexe ne joue plus un rôle en droit civil que en matière de filiation. Tout le reste a disparu. Donc c'est pour ça que, en fait, là, c'est un vrai bastion, quoi. C'est-à-dire que si ça saute, on se posera la question de savoir s'il faut maintenir la mention ou pas, hein, ça c'est clair. C'est ce que je vous disais à propos au début de filiation naturelle et filiation légitime. Ils ont fait sauter toutes les conséquences, ils ont affirmé l'égalité, enfin le législateur a affirmé l'égalité des filiations, hors mariage ou dans le mariage, et puis il y a un moment où on a supprimé la distinction naturelle légitime. Je voudrais... Au niveau de cette catégorie de sexe, je voudrais rappeler que la catégorie de race n'existe plus en Europe sans que ça dérange rien, et donc te poser la question un peu provocatrice de supprimer la notion de sexe aurait beaucoup effectivement de répercussions dans la filiation. Est-ce que ça ne serait pas aussi une condition nécessaire à l'égalité homme-femme, justement? Ça, c'est système de genre qu'il faudrait supprimer. Enfin, ça, c'est compliqué. On voit bien les difficultés que ça pose. Non, mais je sais bien que c'est mieux qu'il y ait des esclaves et des maîtres. En réalité, une réforme de la société en profondeur. C'est énorme, parce que les esclaves et les maîtres, je vais reprendre les races, par exemple. Enfin, voilà, ça s'est bien passé comme ça. Là, ça se conjugue autrement entre les hommes et les femmes. Effectivement, ça modifie même les lois économiques, parce que le travail domestique, travaillent pour du beurre, mais qui sont rémunérés pour leur service. C'est à ça que je pensais. Hein. Oui. Alors, si on compare par rapport au système de l'esclavage, parce qu'en fait, le système de l'esclavage était fondé sur des qualifications. Alors ça, oui, j'aurais dû commencer par là. Merci, Evelyne. Parce que, en réalité, le système de l'esclavage, c'est incroyable. Le système de l'esclavage, c'est le code noir, hein, donc l'ordonnance de 1685. Et il y a eu, je crois que c'est l'article 12, mais ça je ne suis pas sûr, mais je pourrais le retrouver, parce que je l'ai, le code noir. Il dit, en fait, tout repose sur une qualification juridique. L'esclavage tel qu'il a existé reposait fondamentalement sur une qualification juridique. Je crois que c'est l'article 12 du Code noir qui disait que les esclaves étaient déclarés meubles. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des biens. Et comme des biens meubles, c'est-à-dire donc pas comme des immeubles, mais comme des biens qui, évidemment, peuvent se déplacer. Oui. Excuse-moi de te couper. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour les serfs
qui sont justement au moment des héritages. Il y a le nombre de serfs, etc. Enfin, ça fait partie d'héritage. Ah, alors ça, là, c'est plus ancien encore c'est plus ancien encore que le Code noir. Et en plus, ça va relever des coutumes qui sont différentes entre le nord et le sud de la France. Et donc, je ne saurais pas te dire. Mais c'est vrai que pour le Code noir, ça repose sur une qualification juridique. Ça montre le pouvoir des qualifications. Et ça, c'est un pouvoir énorme. Parce que quand vous dites que telle personne est un meuble, est déclaré meuble, c'est-à-dire bien immeuble, et donc ravalé à la catégorie juridique des biens, c'est d'une violence, mais inouïe. C'est d'une violence hallucinante. Et on voit donc bien que ces histoires de qualification, elles assoient derrière des systèmes de domination, et elles en sont la base juridique. Hein. Alors très 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 forte, mais quand même. Et effectivement, on trouve derrière un système économique. Enfin, là, on a ça hein, sur l'esclavage, c'est très net, très très net. Attendez, je vais voir s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Donc vous avez une nouvelle question? Ah non. Ah non, oh, il nous reste 3 heures, tout va bien. Hein. Il nous reste 3 heures, on est tranquille. L'administrateur général avait prévu large. On a la salle jusqu'à 22 heures. Pas du tout, on a la salle dans 2 minutes, dans 3 minutes, il faut que tout le monde soit sorti d'amphi. C'est 16h30. Ouais. Non, c'est pas un couvre-feu. Non, c'est pas un couvre-feu, oui. C'est un confinement nocturne, mais c'est pas un couvre-feu. C'est tout à fait juste. Je me confirme, oui. C'est 16h30. Donc, oui, alors, très rapidement. Hein. Est-ce que la suppression des catégories justement sexuées ne va pas altérer les droits des femmes? Je prends un exemple. Non, si, l'exemple, j'aimerais bien avoir l'exemple en... Alors, je vous propose que peut-être on pourra parler de ça au bistrot. Parce que là, c'est de nouveau un colloque. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Oui. Alors que la paternité, c'est vraiment le truc totalement élastique. Hein. C'est un machin totalement élastique. Hein. Il y a un arrêt extraordinaire du Parlement de Paris qui remonte au XVIIIe siècle, et c'est une veuve. Et elle met au monde un enfant 12 mois après le décès du mari. Et l'affaire, évidemment, est portée, je crois, par les autres enfants devant la Cour de Parlement. Et le Parlement a un critère fabuleux. Je trouve ça fabuleux parce que la façon de raisonner de celles et ceux qui nous ont précédés est quand même tellement différente de la nôtre. Regarde si, en fait, la femme a été de bonne vie et mœurs. Et c'était le cas. Donc l'enfant est légitime. Pardon? Ah, oui. Donc là, je vais avec tristesse arrêter ce séminaire. Philippe, merci, c'était passionnant.